Bonjour Marlène Schiappa, Bonjour. secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes. On est ravis de vous accueillir sur le plateau de TV5 Monde. On va parler dans quelques instants de votre livre qui s'appelle Le deuxième sexe de la démocratie. Un mot quand même sur l'actualité en France. J'allais dire, ça ne roule pas avec les grèves. La situation reste bloquée et vous dites Emmanuel Macron ne va rien céder. Absolument. Moi, je crois que Emmanuel Macron, c'est pas le genre de président qui cède sous la pression. Mais au-delà de ça, je crois que ce qui est important de rappeler, c'est que la réforme qui est proposée par le gouvernement en ce qui concerne la SNCF, c'est une réforme qui est positive, qui a pour projet de faire un investissement massif avec plus de 10 millions d'euros par jour pendant 10 ans pour remettre justement le réseau ferroviaire en état et faire en sorte qu'il y ait moins de retard de train par rapport à ce qu'on dit. Vous savez, moi, je suis élue du Mans. Au Mans, il y a beaucoup de TGVistes. Donc, ce sont des gens qui dépendent complètement du TGV pour aller travailler et pour revenir s'occuper de leur famille. Et les retards de TGV, ils ont des impacts extrêmement graves sur leur vie. Donc, dans cette réforme, il y a l'amélioration de la SNCF et non pas sa privatisation, contrairement à ce que l'on entend parfois. Donc, je pense que c'est important de rappeler que c'est une réforme positive qui ne prévoit pas de licenciement, qui ne prévoit pas de privatisation, qui ne prévoit même pas, au demeurant, l'arrêt du statut des cheminots pour les cheminots qui actuellement sont encore en poste avec ce statut. Mais est-ce qu'il y a un risque de contagion? On voit des campus, on voit un certain nombre de choses. Non, je pense que ce ne sont pas du tout les mêmes choses et pas les mêmes revendications. Vous savez, tout à l'heure, je parlais avec des syndicalistes qui me disaient que leur revendication, c'était non à la privatisation de la SNCF. Mais écoutez, ça tombe bien puisque ça ne fait pas partie du projet du gouvernement. Donc à un moment, je pense qu'il faut revenir à la voie de la raison et à une voie peut-être plus pragmatique de dialogue, de concertation pour voir ensemble, sans bloquer effectivement le pays, comment on peut avancer dans quelque chose qui soit positif et dans une réforme qui convienne à tout le monde. Ce que le gouvernement a déjà fait, au demeurant, je rappelle qu'avec les précédentes concertations, eh bien, la ministre des Transports, Elisabeth Borne, est arrivée à discuter notamment du sac à dos social qui permet à des cheminots de changer d'employeur sans changer de statut, en tout cas en partant avec un certain nombre de packs d'avantages induits, comme on le dit. Donc je crois que c'est important de rappeler que la concertation, elle est utile et que c'est la meilleure voie plutôt que le blocage ad vitam aeternam du pays, d'autant plus que je crois que ça ne rend pas service aux cheminots eux-mêmes qui, quand ils font grève, n'ont pas de salaire, alors que je crois que tout le monde soutient les cheminots qui travaillent, mais pas la grève des cheminots. Oui, on va parler de la question des femmes. On a l'impression aujourd'hui, peut-être qu'une chape de plomb est en train de tomber dans le milieu de l'athlétisme, peut-être dans le milieu du sport au plan plus large, avec la mise en cause de deux dirigeants, deux entraîneurs de très haut niveau dans l'athlétisme, accusés de harcèlement, voire même de viol. Est-ce que ces personnes-là peuvent encore rester au contact des sportives ? Oui, vous savez, je pense qu'avec le mouvement MeToo, au-delà de l'affaire Weinstein, ce qu'on a appelé mouvement de libération de la parole des femmes, que j'appelle plutôt mouvement de libération de l'écoute, parce que je crois que les femmes, elles parlent de ces problèmes depuis des générations et qu'enfin la société les écoute, ce mouvement, il fait boule de neige. Et peut-être parfois plus discrètement, peut-être en dehors des réseaux sociaux, peut-être dans d'autres milieux, petit à petit, eh bien, les femmes ne veulent plus subir ce qu'elles ont subi pendant des années, des générations pour certaines d'entre elles, et dénoncent les faits. Donc, on l'a vu dans le cinéma, on l'a vu dans le monde du travail, dans une partie en tout cas du monde du travail. Là, c'est dans le sport et je crois qu'on n'a pas fini de faire en sorte que les femmes, justement, se lèvent et se rebellent et ne tolèrent plus ces situations et en parlent. Il y en a certains disent une omerta, parce qu'il y a la compétition, parce que si on dénonce, on risque évidemment des conséquences pour sa carrière. Vous savez, tout à fait, mais je crois que c'est ça qui a empêché très longtemps les femmes de parler ou qui a empêché d'autres personnes, quand les femmes parlaient, de les croire ou de les soutenir. C'est parce qu'il y a toujours des conséquences. Dans le sport, ça va être effectivement la compétition. Dans l'art, ça va être, oui, mais un tel peut-être a agressé ou harcelé une femme, mais c'est un génie créatif, etc. Dans le monde du travail, très simplement, ça va être la femme de ménage qui n'ose pas dénoncer ou qui dénonce mais on ne la croit pas parce que derrière, il y a un marché ou parce que derrière, eh bien, il y a un employeur. Donc si elle dénonce, eh bien, elle risque de perdre son travail. Donc c'est pour ça que nous sommes mobilisés. Nous étions hier avec Muriel Pénicaud, avec l'ensemble du Conseil supérieur de l'égalité professionnelle, avec tous les partenaires sociaux, pour travailler sur des mesures concrètes contre les violences sexistes et sexuelles dans le monde du travail. Également, bien évidemment, dans le sport. Alors, vous parliez il y a quelques instants peut-être du cinéma, de l'affaire Weinstein. Oui. Il va y avoir bientôt le Festival de Cannes. Vous avez rencontré le délégué général Thierry Frémaux. Est-ce que ça va changer? Jusqu'ici, seulement 23% de femmes dans la sélection officielle. Est-ce qu'il vous a fait des promesses? Est-ce qu'il va y avoir du changement? Oui, on a passé un moment ensemble avec monsieur Thierry Frémaux et aussi avec le président du Festival de Cannes, monsieur Lescure. Et on est en train de travailler ensemble sur un certain nombre
d'événements autour du Festival de Cannes, autour de l'égalité entre les femmes et les hommes et autour de la protection de l'intégrité des femmes dans le cadre du Festival de Cannes. Moi, j'ai eu affaire à 2 personnes extrêmement engagées qui avaient envie que leur festival de cinéma soit véritablement une fête et qui mettent à l'honneur le cinéma en France, à Cannes, tout en préservant l'intégrité des femmes en marge et dans le cadre de ce festival. Donc je crois que nous sommes en train d'avancer efficacement ensemble. Oui, au mois de mai, eh bien, ce projet de loi contre les violences sexistes et sexuelles sera adopté. Vous le dites aujourd'hui, Marlène Schiappa, tel que vous l'aviez voulu. Alors moi, je ne fais pas de plan sur la comète, je ne lis pas l'avenir, hélas, donc je souhaite très fortement qu'il soit adopté, je l'espère, mais je ne peux pas vous parler au futur de façon certaine. Nous sommes en train de travailler avec les députés. J'étais tout à l'heure avec la députée Alexandra Louis, qui sera rapporteure de ce texte à l'Assemblée nationale, et on travaille effectivement à faire en sorte que ce texte soit le plus sécurisé possible, le plus amélioré possible, et qu'il soit adopté dans une version qui corresponde aux objectifs de base définis par le président de la République. Il y aura par exemple un âge de consentement présumé pour une relation sexuelle entre un mineur de 15 ans ou moins et un adulte? Oui, très exactement. C'est un âge de renforcement de la protection. Donc on considère que les moins de 15 ans pourront être davantage protégés. Et l'ensemble de ce projet de loi vise à mieux condamner les violences sexistes et sexuelles. Donc ce que nous disons dans ce texte, c'est que les textes tels qu'ils existent actuellement ne protègent pas assez les moins de 15 ans. On a trop entendu en marge de procès des débats sur le consentement d'enfants de 9 ans, 12 ans, 13 ans. Et nous voulons dire qu'en dessous de 15 ans, le fait d'avoir moins de 15 ans, ça peut être constitutif d'un viol, donc constitutif de menaces, de contraintes ou de surprises, parce qu'en droit français, le viol, il est caractérisé par le rapport sexuel et la pénétration, en l'occurrence, obtenue par menace, contrainte, violence ou surprise. Donc nous proposons de rattacher le fait d'avoir moins de 15 ans à l'un de ces éléments pour mieux protéger les enfants face aux violences sexistes et sexuelles. Oui, outrage sexiste et harcèlement de rue. Ça, ce sont des priorités. Il y a aussi, évidemment, le cyberharcèlement. Oui, absolument. L'idée, c'est vraiment de mieux condamner ces violences. Et donc, le harcèlement de rue, je crois que c'est quelque chose de très nouveau que nous faisons parce qu'il n'y a pas de pays dans le monde au niveau national qui ait mis en place une législation et un mode d'emploi, si je puis le dire ainsi, tel que celui que nous proposons, puisque nous proposons la verbalisation du harcèlement de rue. C'est-à-dire que nous proposons que les policiers, les forces de l'ordre, les 10 000 policières et policiers de la police de la sécurité du quotidien, recrutés, comme l'a annoncé le ministre d'État Gérard Collomb, puissent verbaliser les outrages sexistes, les harcèlements de rue avec des amendes en flagrant délit. Oui, ça veut dire aujourd'hui que quelque chose va changer dans la situation, dans les violences aux femmes, et notamment les violences conjugales. Oui, bien sûr. Nous voulons faire baisser le seuil de tolérance de la société face à ces violences. En ce qui concerne les violences conjugales, ce que l'on observe, c'est qu'il y a toujours une femme qui meurt tous les 3 jours en France sous les coups de son conjoint. Et que souvent, ça survient parce qu'on n'a pas pu mettre cette femme qui était déjà très souvent avant victime de violence à l'abri à temps, avant qu'il y ait le dernier coup, le coup fatal, et que ces femmes meurent sous les coups de leur conjoint ou leur ex-conjoint. Donc nous sommes en train de travailler notamment à des plateformes départementales de géolocalisation, des hébergements d'urgence pour les femmes victimes de violences conjugales. L'idée, c'est qu'on puisse immédiatement, en temps réel, savoir où il y a un hébergement d'urgence et où cette femme peut aller être mise à l'abri. Et ces plateformes, c'est l'État qui va les faire, parce que c'est important, je crois, que l'État reprenne la main sur ce sujet et ne délègue pas uniquement le service public, mais vraiment en soit pleinement responsable et propose des outils extrêmement concrets pour protéger les femmes. Oui, on a l'impression que c'est un combat qui vient de loin, Marlène Schiappa, et d'ailleurs dans ce livre, Le deuxième sexe de la démocratie, vous faites référence à Simone de Beauvoir, qui est son deuxième sexe, qui est un livre qui vous avait marqué. Vous reprenez d'ailleurs dans ce livre la hiérarchie du livre de Simone de Beauvoir. Oui. Absolument. Dans le deuxième sexe, Simone de Beauvoir explique justement la différence de traitement entre les femmes et les hommes. Et je crois que c'est un des livres qui nous montre que la France est vraiment le berceau du féminisme philosophique. Donc je reprends effectivement des analyses de Simone de Beauvoir adaptées à la vie politique, avec effectivement les faits et les mythes en première partie, puis les expériences en deuxième partie, et enfin les propositions pour faire en sorte qu'il y ait davantage de femmes dans la vie publique, dans la vie politique en particulier. D'ailleurs, 40% de femmes désormais à l'Assemblée nationale. Oui. Ça, c'est une de vos grandes fiertés? Oui, évidemment, puisque c'était une volonté du président de la République, Emmanuel Macron. Il a décidé, dès lors qu'il était candidat, qu'il ne ferait pas
comme les autres partis politiques, c'est-à-dire qu'ils ne se diraient pas comme les autres partis, moi je vais provisionner un budget amende et puis tant pis, je ne mettrai pas de femmes, je ne respecterai pas la loi sur la parité, je paierai des amendes, c'est pas grave. Non, lui, il a décidé de se dire, je veux faire en sorte d'avoir 50% de femmes sur les circonscriptions gagnables. Et ça, c'est nouveau. Donc le groupe La République En Marche, qui est le groupe majoritaire, a quasiment presque la moitié de ses membres qui sont des femmes. Parce qu'à un moment, il y a un président de la République qui se donne les moyens de mettre des femmes, qui fait des formations pour attirer des femmes, qui fait des vidéos pour faire en sorte qu'il y ait des candidatures, qui installe une commission nationale d'investiture paritaire pour qu'il n'y ait pas de biais de genre dans la sélection et qui fait en sorte d'avoir cet objectif contraint et de donner l'ordre, finalement, de donner l'impulsion de l'égalité entre les femmes et les hommes. Oui, c'est un combat difficile, hein, Marlène Schiappa. Oui. Dans ce livre, vous racontez aussi votre expérience personnelle. Et d'ailleurs, vous parlez des articles de presse, parfois à votre égard, parfois même des insultes Oui, pour absolument. vous, des traitements sexistes sur votre coiffure, sur la couleur de vos ongles. Surtout. Ouais. Ça, Oui. c'est quelque chose qui existe encore. C'est quelque chose Bien que vous sûr, subissez. ça existe encore, oui. Vous savez, j'étais il y a quelques semaines à l'ONU et donc aux Nations Unies, dans le cadre de la CSW, qui est une grande convention mondiale sur l'état d'avancée des droits des femmes aux Nations Unies. Nous avons coparrainé, la France et la Suède, un événement sur l'autonomisation des femmes en politique. Et on s'est aperçu que quasiment partout dans le monde, eh bien, les femmes qui font de la politique vivent ces expériences similaires à différents degrés, et notamment le fait que quand vous êtes un homme politique, on va vous juger sur vos compétences. Quand vous êtes une femme politique, on va vous juger d'abord sur votre apparence, ensuite sur votre vie privée, et troisièmement, peut-être, sur vos compétences. Et effectivement, moi, j'ai décidé d'en faire une forme d'expérience et de compiler, au début de ce livre, toutes les remarques sexistes faites par la presse, avec y compris, effectivement, des insultes, des propos extrêmement dégradants et des propos que jamais on ne tiendrait au sujet d'un homme. Ah oui, la manucure impeccable, au vernis fuchsia, se remaquille, les griffes rouges. Voilà, vous citez la tout ça. déshumanisation. Et puis après, il y en a même qui vous insultent. Hein, il y a des insultes dans la absolument. presse d'extrême droite. Dans la presse même, je ne sais pas s'il y a d'extrême droite, c'est Atlantico, en l'occurrence, on peut les citer. Je ne sais pas s'ils sont de droite, réactionnaires, d'extrême droite, conservateurs ou toute autre chose. Il faudrait leur demander comment ils définissent leur ligne éditoriale. Mais effectivement, visiblement, leur ligne éditoriale permet de titrer une insulte sur une membre du gouvernement ou en tout cas sur une femme politique. Oui. Vous aviez voulu faire un manifeste de solidarité féminine en politique. Oui. Parce qu'au fond, que les femmes s'entraident, c'est ça l'idée ? Oui, complètement, parce que je crois qu'un des effets pervers de la parité en politique, même si la parité, je crois, est nécessaire, mais un de ces effets pervers, c'est de mettre en concurrence les femmes entre elles, puisqu'il y a une forme de quota, et donc il y a tant de places définies pour les femmes, et pour les hommes aussi, au demeurant. Et du coup, moi, je crois que c'est important que les femmes développent ce sentiment de solidarité. Moi, je crois que si on ne partait pas d'un a priori de rivalité féminine, contrairement à ce que toute la société essaye de nous inculquer, mais qu'au contraire, si on partait d'un a priori de solidarité féminine, on pourrait s'entraider et arriver à faire des choses, comme par exemple ces conseillères femmes de Barack Obama qui avaient développé la technique de l'amplification pour faire en sorte que quand une femme a une idée, une autre femme la reprenne et se la repasse. Et par exemple, dans cette commission d'investiture que j'évoque, nous avions développé cela avec Catherine Barbarou, Margot Pech et d'autres, afin de relayer les candidatures de femmes que nous voulions soutenir. Mais au fond, dans ce livre, Marlène Schiappa, vous vous posez la question, est-ce que la démocratie, finalement, sert les femmes ? C'est ça, au fond, la grande question. Mais c'est une vraie question qui m'interpelle et c'est pour ça que je l'avais le deuxième sexe de la démocratie, parce que je reprends aussi un certain nombre d'analyses de Tocqueville dans son livre sur la démocratie, de la démocratie en Amérique. Et effectivement, on s'interroge parce que dans la démocratie, on passe par un système électoral représentatif, en tout cas en France et dans beaucoup de grands pays démocratiques. Et l'idée, c'est de laisser le dernier mot aux personnes qui votent. Mais la particularité, c'est qu'entre les personnes qui votent et les personnes que l'on élit, eh bien, il y a des appareils, il y a des partis politiques. Et je crois que véritablement, on fera la différence quand les partis politiques évolueront, parce que les Françaises et les Français sont prêts à voter pour plus de femmes. Les législatives nous l'ont montré, un certain nombre d'études nous montrent que plus de 70% des Français veulent plus de femmes candidates aux élections. Les femmes peuvent se présenter quand on met en place les conditions, c'est-à-dire lutte contre le harcèlement sexuel en politique, organisation du temps de vie politique, plus uniquement pensée par et pour les hommes, etc. Je pense notamment aux réunions sur le créneau 18-20 heures. Dans le même temps, les femmes font 72% des tâches familiales et domestiques, donc on ne peut pas être à la fois sur les tâches domestiques et en réunion politique. Donc je crois que quand les partis politiques auront décidé d'organiser mieux la vie politique pour faire de la place
aux femmes notamment, eh bien, il pourrait y avoir plus de femmes en Parce qu'il y a politique. cette envie des femmes de participer au fond. Oui, moi je crois Contrairement à qu'elles cette ont envie. légende toujours. Bien sûr, mais quand vous regardez, ne serait-ce que les députés de La République En Marche, mais on pourrait prendre d'autres groupes politiques, mais en l'occurrence, c'est nous qui avons le plus de femmes, vous voyez qu'il y a des femmes députées extraordinairement compétentes qui ont envie de transformer leur pays, qui portent des projets et qui ont été élues pour beaucoup d'entre elles avec des très beaux scores au demeurant. Merci beaucoup, Marlène Schiappa. Merci On à était vous. ravis de vous recevoir aujourd'hui. Ça s'appelle Le deuxième sexe de la démocratie, avec donc notamment vos propositions. On a eu le plaisir d'en parler ensemble. Merci beaucoup. Merci à vous.